Bonsoir à tous. À la une ce soir, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et les affrontements entre manifestants palestiniens et soldats israéliens dans la bande de Gaza. 52 morts au moins, des centaines de blessés. Cette décision de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem peut-elle mettre le feu à la poudrière du Moyen-Orient? On en parle dans un instant avec mes invités. Sursaut de mobilisation aujourd'hui en ce 18e jour de grève à la SNCF. Dernier baroud d'honneur avant le vote de la loi ou au contraire s'éloigne-t-on d'une possible sortie de crise? Réponse à 19h30 avec mon invité, le secrétaire général de la CGT cheminot, Laurent Brun. Et puis comme à chaque attentat, désormais, la polémique politique a repris le dessus. En fait-on assez contre le terrorisme? Comment mieux surveiller les fichiers S? Les propositions des Républicains et du Front National sont-elles opérantes ou démagogiques? Ce sera le thème de notre débat ce soir. Mais d'abord le journal avec vous, Rachid Embarki. Bonsoir. 52 Palestiniens tués dans la bande de Gaza. 52 morts, dont 8 enfants âgés de moins de 16 ans, dans des heurts qui ont éclaté à proximité de la frontière avec Israël pour protester contre l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Le face-à-face a très rapidement dégénéré. Julia Delage, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV dans la bande de Gaza et vous avez assisté quasiment toute la journée à des affrontements extrêmement violents. Effectivement, tout a commencé très tôt par cette fameuse brigade des pneus qui viennent assez tôt le matin brûler des pneus face à la frontière israélienne pour obstruer la vision des snipers de l'armée israélienne. Et puis très rapidement, des centaines, des milliers de personnes se sont massées sur ce point de passage, ce point de manifestation, et certains éléments, une centaine, peut-être plusieurs centaines, ont essayé de s'approcher au plus près de la frontière. Objectif évidemment provoquer l'armée israélienne, mais aussi pour certains tenter de couper les barbelés qui matérialisent réellement la frontière entre Gaza et Israël pour tenter des incursions à l'intérieur du territoire israélien. Écoutez. On est le groupe chargé de couper les barbelés. Dès qu'on a le feu vert des plus vieux, des leaders, on coupe. À côté de nous, il y a des groupes chargés de couvrir nos arrières. Grâce à ça, on peut créer des brèches et pénétrer sur notre terre occupée. La terre en face, c'est notre terre. On est ici avec des outils très simples, seulement faits de bois. On les utilise pacifiquement contre des hommes qui nous tirent dessus avec des armes à feu et des balles réelles. Nous, on essaye juste de protester contre les Israéliens pour qu'enfin on puisse récupérer notre terre. Alors vous l'avez vu, malgré les morts, malgré les milliers de blessés, la population que nous avons rencontrée aujourd'hui est totalement déterminée. On annonce pour demain un rassemblement encore plus important. Julia Delage, envoyée spéciale de BFM TV dans la bande de Gaza avec Charles Kemener. J'ajoute que l'armée israélienne a également mené aujourd'hui des raids aériens dans la bande de Gaza, affirmant avoir visé des positions du Hamas. Et le président de l'autorité palestinienne a dénoncé tout à l'heure un massacre israélien. Il refuse à présent toute médiation de paix américaine. Pendant ce temps, l'ambassade des États-Unis en Israël a été officiellement transférée de Tel Aviv à Jérusalem. La cérémonie avait lieu cet après-midi. Le Premier ministre israélien a salué le courage de Donald Trump, estimant qu'il avait écrit l'histoire. Juliette Andrieux. Au nom du 45e président des États-Unis d'Amérique, nous vous accueillons officiellement et pour la première fois à l'ambassade des États-Unis, ici à Jérusalem, la capitale d'Israël. Je vous remercie. C'est Ivanka, la fille de Donald Trump, qui a fait le déplacement pour inaugurer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Une promesse faite par son père en décembre dernier. Mais même absent, il s'est tout de même exprimé à travers une vidéo.
Depuis de nombreuses années, nous avons refusé de reconnaître cette évidence, que la véritable capitale d'Israël est Jérusalem. Sous ma direction, les États-Unis ont finalement et officiellement reconnu Jérusalem comme la véritable capitale d'Israël. Un geste fort pour Benjamin Netanyahou. Nous n'avons pas de meilleurs amis dans le monde. Avec le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, Donald Trump écrit selon lui l'histoire. Puisse l'ouverture de cette ambassade dans cette ville répandre la vérité au loin et que la vérité fasse avancer une paix durable entre Israël et tous nos voisins. Plusieurs prédécesseurs de Donald Trump avaient fait la même promesse, mais aucun n'avait franchi le pas. Un tournant diplomatique. À l'annonce du transfert, la communauté internationale avait désapprouvé cette décision, plaidant pour des négociations entre les deux parties sur le statut de Jérusalem. Voilà, je rappelle les bilans des victimes des affrontements dans la bande de Gaza. 52 morts, dont 8 enfants âgés de moins de 16 ans. Et ce soir, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, justifie l'usage de la force par la défense des frontières. Fin de citation. 3 proches du terroriste de Paris sont toujours en garde à vue. Oui, ses parents ainsi que son ami strasbourgeois sont interrogés au siège de la DGSI à Levallois-Perret, près de Paris. Ce dernier était déjà connu des policiers antiterroristes car son épouse avait tenté de partir en Syrie. Le candidat de Koh Lanta, soupçonné d'avoir agressé sexuellement une autre candidate, a été finalement relâché sans suite après 4 heures de garde à vue à Paris. Selon son avocat, sa version est conforme à celle des 5 témoins et aucun de ces témoins confirme les accusations de Candide Renard. Le parquet a en tout cas ouvert une enquête et les investigations vont se poursuivre. La SNCF porte plainte après une 50aine d'incidents, des incidents et des actes de malveillance venant de cheminots grévistes. Des voies ont été envahies, des câbles ont été parfois aussi sectionnés. La météo demain matin. Ce sera maussade demain matin sur la plupart des régions, avec un axe pluvieux des Pyrénées à la Franche-Comté, de la neige aussi en montagne et des températures matinales de 6 degrés à Aurillac, à 12 degrés à Paris ainsi qu'à Biarritz. « 52 morts dans les affrontements entre manifestants palestiniens et soldats israéliens, la journée la plus meurtrière depuis 2014. Des tensions en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et pendant ce temps, au même moment, l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem dans les locaux de l'ancien consulat, très précisément à la frontière entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, annoncée le 6 décembre dernier par Donald Trump. Ce transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem peut-elle mettre le feu à la poudrière du Moyen-Orient? On en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir, Nicole Bacharan, vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis et co-auteur des Secrets de la Maison-Blanche aux éditions Pocket. David Kalfa, bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et spécialiste des questions de politique étrangère et de sécurité. Et puis Dominique Moïsi, géopolitologue, conseiller spécial de l'Institut Montaigne et auteur du Nouveau déséquilibre du monde aux éditions de l'Observatoire. Et enfin Asni Abidi, bonsoir. Vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen et auteur vous-même de Moyen-Orient, le temps des incertitudes aux éditions Éric Bonnier. Avant de vous interroger, je voudrais qu'on file à Jérusalem pour écouter Stéphane Amar. Bonsoir Stéphane. Vous avez assisté aujourd'hui à l'inauguration de cette ambassade américaine à Jérusalem, une ambassade qui a été inaugurée sous très très haute tension et pas seulement d'ailleurs dans Jérusalem mais surtout à l'extérieur dans la bande de Gaza. Oui, une journée sanglante à Gaza avec un désespoir suicidaire de beaucoup de Palestiniens qui viennent jusqu'à la frontière affronter l'armée israélienne et de l'autre l'euphorie à Jérusalem avec la venue d'Ivanka Trump, de Jared Kushner, son mari qui est également conseiller diplomatique de Donald Trump. Ce message de Donald Trump qui encourage Israël à continuer son implantation à Jérusalem, à déclarer Jérusalem comme sa capitale. Il y a vraiment un fossé, on voit bien aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens. Et il faut bien le dire, du côté israélien, une certaine euphorie qui s'accompagne d'une certaine indifférence par rapport à ce qui se passe à la frontière avec Gaza. On vient de l'entendre, Benjamin Netanyahou qui réaffirme le droit d'Israël à se défendre. Le vrai cauchemar pour Israël, c'est répété ici sur tous les tons, ce serait une infiltration massive de Palestiniens vers le territoire israélien et Israël est prêt à tout pour empêcher ça.
Merci Stéphane, merci beaucoup. Hasni Abidi, est-ce que ce soir on peut dire que la situation est grave? 52 morts dans la bande de Gaza, ça porte le bilan à 106 morts depuis le 30 mars dernier. Est-ce que la situation est réellement explosive? Elle est très grave parce qu'on n'a jamais atteint ce chiffre d'abord de victimes depuis 2014. Le deuxième élément, tous les habitants de Gaza sont d'ailleurs la direction politique du Hamas. Ils sont la direction à Ramallah de l'autorité palestinienne, sont décidés, ils ont annoncé ça depuis plusieurs mois, qu'il allait organiser des marches quotidiennes jusqu'à la frontière israélienne d'une manière pacifique. Et c'est ça qui est un petit peu intriguant. C'est-à-dire que si la réponse israélienne, c'est une réponse brutale face à des manifestants qui manifestent d'une manière généralement pacifique, ça en dit long sur les jours qui vont venir. Le dernier élément, c'est que finalement aujourd'hui, on a montré que l'autorité palestinienne, son dirigeant Mahmoud Abbas, sont aux abonnés absents, n'ont plus capacité à influencer ni la rue palestinienne, ni le processus de paix, et que les Américains non plus aujourd'hui sont disqualifiés d'une manière définitive. Mahmoud Abbas a dit ce soir qu'il dénonçait un massacre, je mets des guillemets, et qu'il refusait désormais toute médiation de paix venant des États-Unis. Le dialogue est encore possible après les images que l'on a vues aujourd'hui, David Khalfa? Je crois qu'il faut interpréter ces déclarations aussi dans le cadre de la fragmentation politique et géographique entre le Hamas, d'une part, et le Fatah, d'autre part, en Cisjordanie. Il y a, en effet, au début, comme vous l'avez mentionné, une initiative de la société civile palestinienne. Simplement, elle a été très rapidement instrumentalisée dans un second temps par le Hamas. Et par ailleurs, ce qui se passe à la frontière entre Israël et la bande de Gaza est très compliqué, parce qu'il y a trois événements qu'il faut distinguer. Il y a dans leur grande majorité des manifestants qui en effet sont pacifiques. Et plus on se rapproche de la frontière internationale, je le rappelle c'est une frontière internationale, et plus à la fois le profil des manifestants et en même temps les moyens qu'ils utilisent pour affronter l'armée est violent. Donc c'est ça qu'il faut essayer quand même de comprendre. Et puis par ailleurs aussi, l'ampleur de ces manifestations. Les moyens sont violents, mais il faut le dire, la riposte paraît disproportionnée. Bien sûr. 52 morts et des centaines de blessés, parmi les morts, des enfants, des adolescents. Oui, alors évidemment, il faut regarder aussi, il faut essayer d'élargir la focale, parce que d'un côté, vous avez maintenant près de 50 000 manifestants qui ont manifesté à 12 points différents de la frontière, et vous avez de l'autre côté, israélien, vous avez des villages, des kibboutz, des moshav, qui sont très proches de cette frontière, ils sont à 300 mètres. Donc évidemment, la crainte, il faut essayer de comprendre la crainte et les perceptions à la fois palestiniennes et israéliennes. La crainte côté israélien, c'est que des infiltrations se terminent tout simplement par des massacres. Voilà, donc ça c'est un point qui me paraît quand même important, donc vraiment de distinguer parmi ces manifestants la masse des gens qui sont là en effet pour manifester de manière pacifique et d'autres qui en réalité appartiennent plutôt au groupe armé du djihad islamique, du Hamas et du Fatah, et qui eux ont un autre agenda. Dominique Moïsi, il faut peut-être expliquer pour ceux qui nous regardent ce soir pourquoi ce transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem peut provoquer de telles conséquences, et puis peut-être pourquoi aussi Donald Trump prend le risque d'assumer ces conséquences. Pourquoi Donald Trump prend ce risque? Je crois qu'il est dans la logique de son action. J'ai dit ce que j'allais faire, je fais ce que j'ai dit. Promesse de campagne. Promesse de campagne, et on est à 6 mois des élections de mi-mandat. Et puis à cette idée, rien ne m'arrête. Moi, je brise tous les tabous. Je vais voir le leader nord-coréen à Singapour. Je transfère mon ambassade à Jérusalem. Alors pourquoi c'est perçu comme un tournant symbolique? Parce qu'en réalité, c'est un camp qui impose totalement sa volonté à l'autre. Et puis par ailleurs, le statut de Jérusalem est une des questions les plus épineuses dans la résolution éventuelle du conflit israélo-palestinien. C'est ça l'idée. Il y a le droit et il y a les symboles et les émotions. Au niveau des symboles et des émotions, ce que retiennent les Palestiniens, c'est que non seulement ils sont désespérés, isolés, ils vivent dans des conditions épouvantables à Gaza, mais en plus, on ne tient absolument pas compte de leur prise de position. Et reconnaître Israël, reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, c'est une évidence, mais cela supposerait que l'on reconnaisse également Jérusalem comme la capitale du peuple palestinien. Or, j'écoutais Benjamin Netanyahou tout à l'heure qui disait « sans clarté, il n'y a pas de paix possible ». J'aurais tendance à lui dire
sans un minimum de justice, il n'y a pas de paix envisageable. Alors Nicole Bacharan, Dominique Moisy disait promesse de campagne. Il parle aussi à son électorat qui attendait qu'il applique cette promesse. Mais on a l'impression quand même que Donald Trump est en train d'inverser complètement le droit, l'ordre international d'une certaine manière. Il est sorti de l'accord climat, il dénonce l'accord sur le nucléaire iranien. Aujourd'hui, il fait fi de toutes les décisions précédentes et il transfère cette ambassade. C'est ça la stratégie de Donald Trump, c'est-à-dire inverser complètement le droit international ? C'est en tout cas ne pas en tenir compte. Je ne sais même pas s'il l'inverse. Il le casse, il casse beaucoup de choses. Il a plus ou moins cassé l'Alliance Atlantique, cassé l'accord sur l'Iran, cassé l'accord sur le climat. Là, il casse la situation au Moyen-Orient qui déjà était bien ébranlée. Moi, quand je vois ces images à Jérusalem, j'ai envie de dire, vous savez, il y a un adage qui dit préservez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Et quand je vois la famille Trump, parce que c'est la famille Trump qui est aujourd'hui à Jérusalem. Ivanka Trump, son époux, Jared Kushner. Comme les meilleurs amis d'Israël, je trouve qu'il y a là quelque chose de faux, quelque chose de dangereux. Donald Trump est dans les mains de l'électorat évangélique extrémiste aux États-Unis. C'est sa base électorale parmi d'autres. Il les cultive, il les protège pour les élections de novembre prochain et la prochaine élection présidentielle. Mais c'est vrai qu'avec cette ambassade à Jérusalem est la capitale d'Israël, la capitale historique, tout le monde le sait, mais avec ce mouvement sans aucun égard, d'une certaine manière, avec ce qu'il fait sur l'Iran, sans rien proposer ensuite. Il impose et il ne propose aucun chemin qui préserve même, ne serait-ce qu'à demi, la dignité des autres participants. Je trouve ça extrêmement destructeur. Alors, ce qui est intéressant, si vous m'autorisez, c'est que en réalité, il part de ce principe-là pour dire maintenant, c'est le point de départ d'une future médiation de paix, médiation, processus de paix qu'il demande justement à Jared Kushner, son gendre, de relancer avec les différentes capitales de la région. Mais quand on a vu les images d'aujourd'hui, David Kalfa, on se dit mais comment on peut aller vers un processus de paix ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est qu'il n'y a ni processus ni paix quand même depuis 2014. C'est un premier élément. Je pense que par ailleurs, il faut essayer de comprendre un peu la stratégie de Trump. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Vous sous-entendez que la méthode Trump peut, très paradoxalement, conduire vers une paix qui n'existe pas pour le moment ? La question que je me pose, c'est est-ce qu'il s'agit d'une stratégie ? Je pense qu'il s'agit d'une stratégie, mais qui repose sans doute sur des vœux pieux. Parce que la stratégie de Trump, c'est je rebats les cartes, j'instaure une situation de chaos, un rapport de force pour obliger mes adversaires ou ceux avec qui je négocie, les obliger à sortir du bois et à faire une contre-proposition qui irait davantage dans le sens de mes intérêts nationaux. Et il y a aussi évidemment un contexte politique interne que vous avez rappelé, notamment le lien avec l'électorat évangéliste. Et je crois qu'il faut aussi par ailleurs rappeler sa volonté farouche de prendre le contrepoint de l'administration précédente, de l'administration Obama. Mais je pense que sur Jérusalem, il faut quand même, si vous voulez, essayer de recontextualiser. De quelle Jérusalem parle-t-on ? S'agit-il de la partie occidentale de la ville ou de la partie orientale ? Je rappelle que cette décision est quand même symbolique puisque en réalité on a changé, si vous les Américains ont changé la plaque du consulat qui est situé dans la partie occidentale de la ville, c'est le sud-ouest de Jérusalem. C'est quasiment d'ailleurs sur la ligne de fracture entre Jérusalem-Est et Ouest. Mais c'est dans la frontière internationale, alors ce qui ouvre la voie de potentielles négociations pour la reconnaissance d'une capitale palestinienne dans la partie orientale de la ville. Le problème, c'est à la fois une question de méthode, ça se fait hors négociation, et de timing, puisque Jared Kushner, qui est en charge du processus de paix, il n'y a encore une fois ni processus ni paix, mais il avait annoncé déjà l'année dernière, en 2017, sa volonté de proposer un plan de paix régional. Or, si vous reconnaissez Jérusalem comme capitale d'Israël, avant même de proposer aux Palestiniens ce plan de paix, du coup, évidemment, vous tirez d'une certaine manière une balle dans le pied. Mais alors, oui, vous vouliez réagir. Il y a quand même, juste avant de vous laisser réagir, il y a quand même quelque chose qui me frappe terriblement ce soir, c'est le silence absolu de toutes les capitales arabes. Et quand on relie ce silence-là ce soir à la déclaration de Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, qu'il faisait d'ailleurs aux représentants de la communauté juive il y a quelques jours, je cite, depuis des années, les dirigeants palestiniens ont rejeté toutes les offres de paix. Il est temps qu'ils acceptent ce qu'on leur propose et qu'ils cessent de se plaindre. C'est à ne plus rien y comprendre, honnêtement.
Mais c'est vrai que quand on parle de grand deal entre Israël et certains États de la région, notamment l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, il y a un silence, mais c'est un silence finalement qui montre une acceptation de la part de ces États-là pour un arrangement entre Israéliens et Palestiniens. On parle de grand deal, c'est-à-dire avec une autre commune qui s'appelle Abu Dis dans la banlieue de Jérusalem, comme la future capitale. Mais au-delà de ça, mais il ne s'agit pas du point de vue arabe. Et moi je dirais même tant mieux, parce que la cause palestinienne gagnera davantage justement quand les pays arabes se retirent un petit peu de ce plafond ou de cette utilisation politique. Mais au-delà de la séquence d'aujourd'hui, c'est finalement Trump, il sort complètement du processus. Il humilie le processus de paix. Il humilie ses partenaires, d'abord Mahmoud Abbas, mais aussi les pays importants, comme la Jordanie, qui avait une certaine tutelle religieuse sur l'esplanade du mosquée. Le troisième élément, c'est qu'il y a des résolutions de Conseil de sécurité. C'est une question de droit international, le statut de Jérusalem. Aucun président n'a le droit de donner sa position avant justement une négociation dont les Palestiniens seraient interlocuteurs. Trump, finalement, il prend la place de la communauté internationale, enfin, il la marginalise et prend cette décision qui est lourde de conséquences. Dernier élément, c'est que les Palestiniens négociaient depuis Camp David en faisant confiance à l'Amérique, à la grande Amérique. Aujourd'hui, un président qui vient et qui dit non, on efface tout. Tous nos engagements, c'est-à-dire des autres présidents, n'ont aucune valeur. Dominique Moïdi. Le conflit israélo-palestinien avait pratiquement disparu de l'agenda diplomatique du Moyen-Orient. On parlait de la guerre possible entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. En transférant l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, le président Trump a remis le conflit israélo-palestinien au sommet de cet agenda potentiellement. La semaine dernière, on a vu la démonstration éclatante de la supériorité technologique d'Israël dans les affrontements tir de en Syrie, missiles entre les Iraniens présents entre sur le les sol Iraniens syrien et Israël. Aujourd'hui, on voit le triomphe des Palestiniens dans la guerre des images qui a lieu en même temps que la guerre réelle. Alors, ce qui me frappe, Nicole Bacharan, c'est qu'on n'entend pas l'Europe. Les Français, les Allemands, les Russes aussi, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais tout cela n'était pas aujourd'hui à l'inauguration de l'ambassade. En revanche, j'ai noté que d'autres pays y étaient. Il y avait l'Autriche, il y avait les Roumains, il y avait la République tchèque. Ça veut dire que même au sein de l'Union européenne, ce transfert d'ambassade ne permet pas d'avoir une réponse européenne unique ? Il n'y a pas d'Europe politique, il n'y a pas d'Europe militaire. Il y a une Europe commerciale et qui a encore bien du mal à défendre ses intérêts face à Donald Trump en ce moment. Et cette Europe, elle manque tragiquement. Et si elle ne se forme pas maintenant, visiblement ça n'est pas le cas, ça veut dire que ça ne sera jamais. C'est quand même épouvantable la situation dans laquelle nous sommes. Parce que c'est quand même le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Ça n'est pas rien. Et cet anniversaire, il ne restera que ces images. Et quand je parle d'images, je veux dire des personnes, des morts en quantité. Moi, je ne suis pas un stratège militaire. Je ne sais pas s'il est possible pour les Israéliens de bloquer la frontière, car ils doivent la bloquer avec des balles en caoutchouc, avec des bombes lacrymogènes. Il semble que tout cela ne soit pas suffisant. Et de l'autre côté, les organisateurs de la manifestation, je ne parle pas de tous les manifestants, mais les organisations de la manifestation sont là à Gaza avec des porte-voix en disant « Approchez-vous, approchez-vous, soyez plus nombreux ». Ils veulent plus de morts. Donc, que fait-on à ce moment-là ? En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de terrible quand on juxtapose des images de fête à Jérusalem et ces images-là. Et finalement, de fait, il n'y en a pas. D'un dernier mot vraiment très court, on apprend ce soir que le Koweït demande la réunion en urgence du Conseil de sécurité sur le cas de Gaza. Ça veut dire que le droit international peut encore nous permettre de sortir de cette situation. Vraiment d'un mot, David Khalfa ? Non, je pense qu'il s'agit c'est du cirque médiatique pour le coup, puisqu'on voit bien que les capitales arabes sont silencieuses. Et pour cause, aujourd'hui, il y a une alliance de revers qui est en train de se constituer entre Israël et les puissances arabes sunnites. L'Égypte, la Jordanie, mais aussi les pétromonarchies du Golfe, à l'exception bien sûr du Qatar et d'Oman. Merci beaucoup et je rappelle que cette réunion du Conseil de sécurité, donc à la demande du Koweït, pourrait ou devrait avoir lieu demain. Merci à tous les quatre d'être venus nous éclairer sur ce qui se passe en Israël et notamment dans la bande de Gaza aujourd'hui. Je le rappelais, 52 morts et des centaines de blessés. Restez avec nous dans un instant. Je reçois le patron de la CGT cheminot. On va parler de la SNCF. Il s'appelle Laurent Brun. À tout de suite.
téléchargez l'appli BFM TV sur votre tablette. Et si on réinventait la recherche immobilière? Avec bienici.com, explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies. Bienici.com, la meilleure façon de trouver votre futur logement. Tu as toujours eu ce regard unique sur le monde qui t'entoure. Peu importe le challenge. Tu as choisi la spontanéité et l'ouverture d'esprit au lieu du conformisme. Tu as su tracer ta propre voie. Celle qui fait de toi qui tu es. Et la route est encore longue et pleine de surprises. Maîtrisez votre trajectoire. Renault, partenaire officiel du Festival de Cannes. Je t'aime, mon amour. Où es-tu? Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime, mon amour. Mauboussin, capsule d'émotion. Je n'ai jamais eu de vergeture et je voulais vraiment éviter d'en avoir pendant ma grossesse. Ma meilleure amie et ma sœur ont eu un bébé et m'ont conseillé d'utiliser Bioil. C'est évidemment ce que j'ai fait. Maintenant, vous pouvez déguster le gazpacho al valle. La soupe froide venue d'un pays chaud. C'est al valle. En ce moment, sur autosphère.fr, profitez d'un financement exceptionnel à un taux de 2,9% jusqu'à 72 mois sur votre véhicule d'occasion, garanti par un concessionnaire. Autosphère.fr, ça démarre chez vous. Dans chaque aide auditive Signia, nous développons la technologie du futur pour votre audition. Depuis 140 ans, nous repoussons sans cesse les limites, avec des produits à la pointe de la technologie, invisibles, intelligents et adaptés à vos besoins. Voilà ce qui fait notre différence. Et nous en sommes fiers, parce que nous améliorons la qualité de vie des personnes qui nous entourent. Ici, ici et ici. Signia, partenaire de votre audition. Découvrez nos solutions rechargeables au 0805 531 531. Dispositif médical. Mais qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Une belle entrecôte pour redoubler de plaisir. Vivons fort, Charal. Voici la Citroën C3 de Martin. Elle aurait pu être aussi comme ça, ou bien comme ça. Et là, c'est Martin. Il aurait pu être comme ça, ou bien comme ça. Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça. Citroën C3, avec 36 combinaisons de personnalisation. Citroën. En mai, profitez de Citroën C3 graphique à partir de 12 490 €. On est vite un peu perdu sans mobile. Orange vous prête un mobile en 24 heures en cas de casse, de perte ou de vol. Orange. Trouvez le plus beau cadeau pour la plus belle des mamans avec Swarovski. L'énergie vitale de la nature. Le jus d'aloe vera dans un soin bio délicat, dédié aux peaux sensibles à réactives. Pour une peau hydratée tout en douceur. Hydra aloe vera peau sensible de Sow Bioéthique. Savez-vous à quoi rêvent vos pieds lorsqu'ils sont fatigués? Vos pieds en ont rêvé? Aquiline l'a fait. Numéro 1 des soins du pied en pharmacie. Tu vois? Les gens veulent des produits verts. Oui, bah leur façon de consommer évolue. Hein. C'est sans sucre. On veut plus de local aussi. Et monsieur, vous gagnez là ou Pas assez justement. Quand on sait ce qu'on veut, c'est souvent plus cher. Ah bah oui. Mais c'est pas parce qu'on veut qu'on peut.
Ah bah non. Vous permettre de consommer mieux avec l'argent que vous avez. C'est ça, défendre votre pouvoir d'achat. Oh, là, vous avez gagné. Leclerc. Mincir efficacement devient un plaisir. Nouveau Somatoline Cosmétique 7 nuits gel frais. Se masse facilement et laisse une agréable sensation sur la peau. Pour mincir jusqu'à 1,6 cm en 7 nuits, nouveau 7 nuits gel frais. Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Mais qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Un bon steak haché pour se donner à fond. Vivons fort, Charal. SFR Business s'associe à Plus Grand Plus Fort pour faire grandir les entreprises. SFR Business, c'est l'accès au très haut débit et à un portefeuille complet de solutions et de services pour faire de la digitalisation un levier de croissance pour les entreprises. De retour sur ce plateau, le rappel des titres avec vous, Rachid Embarki. 52 Palestiniens ont été tués depuis ce matin dans la bande de Gaza, 52 morts, dont 8 enfants de moins de 16 ans, dans les heurts qui ont éclaté à proximité de la frontière avec Israël pour protester contre l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Le face-à-face a rapidement dégénéré. L'armée israélienne a également mené des raids aériens dans la bande de Gaza, affirmant avoir visé des positions du Hamas. Benyamin Netanyahou justifie l'usage de la force par la défense des frontières et le président de l'autorité palestinienne dénonce ce soir un massacre israélien et il refuse toute médiation de paix américaine. L'ambassade des États-Unis en Israël a du coup officiellement été transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Aujourd'hui, la cérémonie avait lieu cet après-midi. Le Premier ministre israélien a salué le courage de Donald Trump, estimant qu'il avait écrit l'histoire. Garde à vue de nouveau prolongée pour les 3 proches du terroriste de Paris. Ses parents et son ami strasbourgeois sont interrogés au siège de la DGSI à Levallois-Perret. Ce dernier était déjà connu des policiers antiterroristes car son épouse avait tenté de partir en Syrie. Et puis le candidat de Koh Lanta, soupçonné d'avoir agressé sexuellement une autre candidate, a finalement été relâché sans suite après 4 heures de garde à vue à Paris. Selon son avocat, sa version est conforme à celle des 5 témoins et aucun ne confirme les accusations de Candide Renard. Le parquet, qui a ouvert une enquête, a décidé de poursuivre tout de même les investigations. Bonsoir Laurent Brun. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire général de la CGT Cheminots. Sursaut de mobilisation, il faut le dire, aujourd'hui dans cette 18e journée de grève à la SNCF. Trafic très perturbé d'ailleurs aujourd'hui. 27,5% de grévistes selon la direction. C'est moins qu'au tout début du conflit, mais c'est le double de la dernière séquence de grève. Pourquoi cette journée était importante? Parce qu'au fond, vous sentiez que Emmanuel Macron était peut-être en train de gagner la guerre d'usure qu'il vous livre? Non, mais il y a une tentative du gouvernement de jouer le pourrissement du conflit. Au bout de 18 jours de grève, c'est difficile pour un grand nombre de cheminots de continuer à faire grève, mais on voulait montrer que malgré tout, la détermination reste intacte, et c'est une démonstration réussie. Est-ce qu'il est en train de gagner cette guerre, Emmanuel Macron? Parce qu'au fond, le texte de loi va arriver, il a déjà été voté en première lecture, il va passer au Sénat à la fin du mois. On se demande encore si on peut négocier quoi que ce soit. Mais je ne pense pas que le gouvernement est en train de gagner, parce que son dernier va-tout, justement, c'est le vote au Sénat. Si malgré le vote au Sénat, si malgré toutes ces tentatives de casser l'unité syndicale, si malgré toute sa propagande, il n'arrive pas à plier les cheminots et que ce conflit se maintient, il faudra bien qu'il engage de vraies négociations. Dans ce conflit, reconnaissez-le, c'est propagande peut-être, mais propagande contre propagande. Oui, moi, je voudrais qu'on soit très clair ce soir. Je voudrais comprendre ce que la CGT demande au gouvernement. C'est le retrait pur et simple du texte de la réforme, ou est-ce que vous considérez qu'il y a des choses à négocier et quoi? Nos revendications sont complètement contraires à ce que le gouvernement porte dans sa réforme. Donc oui, de fait, nous demandons le retrait de
la réforme. Donc il n'y a pas de négociation possible. Mais la négociation, elle appartient au gouvernement. Que le gouvernement fasse des propositions. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais fait de proposition, y compris sur le cœur de son projet. Mais au-delà de ça, au-delà du retrait de la réforme, parce que le retrait ne suffit pas, il faut régler la question de l'objectif de ce gouvernement. Veut-il le développement du ferroviaire? Nous avons dit, nous, qu'aujourd'hui le ferroviaire est à 10% de part de marché dans le transport de marchandises. Nous demandons à ce que l'objectif qui soit fixé pour 2050, ce soit 25%, multiplié par 4,5 le volume. À partir du moment où on est sur ces objectifs-là, il faut ensuite mettre en face les investissements, les structures, les emplois qui correspondent à ces objectifs. Nous n'avons pas de vision du gouvernement sur le système ferroviaire. Il y avait l'autre question qui était la question de la dette. De ce point de vue-là, vous avez été rassuré par le gouvernement? Non, parce que pour l'instant, nous n'avons pas d'études d'impact, par exemple, sur la transformation de l'entreprise publique en société par action, qui va perdre donc la garantie de l'État et qui pourrait voir ses taux d'intérêt augmenter. Et donc, on pourrait se retrouver dans le paradoxe d'une baisse de la dette, mais d'un maintien, voire d'une augmentation de la pression financière sur l'entreprise. Donc, on n'est pas rassuré de ce côté-là. Nous ne sommes pas rassurés non plus sur les financements que nous demandons sur les petites lignes pour leur régénération. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de clarifications sur le projet du gouvernement. Alors, il y a un sujet que vous agitez depuis le début du conflit sur cette réforme, c'est la question de la privatisation ou pas de la SNCF. Il se trouve que Sudrail a accusé dimanche la direction et le gouvernement d'œuvrer en coulisses à la privatisation de la SNCF. Je voudrais écouter ce qu'a répondu ce matin Jean-Baptiste Djebari. Il est député La République En Marche. Il est surtout rapporteur du projet de loi sur la réforme ferroviaire. Écoutez. La SNCF reste à 100% détenue par l'État. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec quelques-uns de nos collègues. On avait eu cette discussion avec Eric Coquerel lors de la première lecture, donc de France Insoumise, qui nous disait qu'il faut rajouter le terme incessibilité. Oui. J'en ai reparlé avec la ministre hier. Je pense que ce terme, de manière à terminer ce débat, ce fantasme, cette utopie sur la privatisation de la SNCF, sera inscrit en première lecture au Sénat à compter du 23 mai. Bon, voilà, ça c'est clair. L'incessibilité de la SNCF sera inscrite dans la loi. Pour la holding. La question de la privatisation n'est plus un problème pour vous. Ça n'est pas vrai. D'abord parce que l'incessibilité dans la loi, et j'en ai fait la démonstration à plusieurs reprises, a été inscrite pour toutes les entreprises publiques qui ont été privatisées. Ce qu'une loi fait, une loi peut le défaire. Donc il nous faut un petit peu plus de garanties que ça. Par exemple, sur le statut de l'entreprise, on pourrait par exemple intégrer dans son statut l'inaliénabilité des titres. Ça conforte le incessible principe. Et inaliénable. Et inaliénable. Mais des deux côtés, dans la loi et dans les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, nous voulons que ce caractère-là, il soit démontré pour l'ensemble du groupe. Parce que si vous avez la holding qui reste propriété de l'État, mais que toutes ses filiales peuvent être vendues de manière totale ou partielle, peuvent être accolées à des entreprises privées, peuvent être comme ça démembrées, évidemment, on n'a pas de garantie du tout. Et c'est ce qu'on voit dans la note qui a été publiée par Sud. Alors, dans votre stratégie, il y avait cette journée d'action aujourd'hui, sans train, sans cheminot, qui était très importante. Et puis, il y a ce vote interne, cette vote-action, comme vous l'avez appelé. J'aimerais essayer de comprendre, parce que depuis le début du conflit, vous expliquez qu'au fond, au-delà de la SNCF et du statut des cheminots, vous défendez le service public. Tout à fait. Et tout à coup, au moment de faire ce référendum, vous n'interrogez que les salariés de la SNCF. Pourquoi pas interroger tout le monde, tous les usagers, tous les Français qui sont propriétaires de cette entreprise? Parce qu'il ne vous a pas échappé que notre champ d'intervention, c'est le champ du ferroviaire. Si ensuite d'autres forces souhaitent élargir cette démarche et interpeller l'ensemble de la population, y compris si le gouvernement veut organiser un référendum sur le sujet, nous y sommes favorables. Sauf qu'en interrogeant les seuls cheminots, on a l'impression qu'en réalité, vous défendez les cheminots. Mais notre question à nous, c'est d'abord de constater que la direction SNCF coécrit la loi, et c'est ce que montre la note, au nom des cheminots. Nous voulons montrer que les cheminots ne sont pas d'accord avec ce que leur entreprise porte, ce que leur direction porte. Nous voulons également montrer que, contrairement à ce que dit cette entreprise, les cheminots ne soutiennent pas cette réforme. Ensuite, chacun tirera les enseignements de ces choses-là. Et si d'autres veulent poser des questions plus précises, plus poussées, plus complètes, alors qu'ils le fassent. Moi, je voudrais essayer de comprendre, parce qu'il y a 147 000 salariés à la SNCF, comment on fait en quelques jours, parce que vous avez décidé ça il y a quelques jours, comment on fait pour organiser une consultation de 147 000 personnes? Elles vont être où, les urnes, les isoloirs? Ils vont être où? Comment vous faites? Ça, c'est la force organisée de la CGT. Donc, je salue les militants qui, effectivement, en quelques jours, ont mis plus de 500 bureaux de vote en place. Nous avons, à ce soir... 500 bureaux de vote pour 147 000 personnes. Oui. Nous avons, à ce soir, les remontées qui ne sont pas encore complètes. Ça continuera d'arriver pendant la nuit. Mais jusqu'à ce soir, nous avons déjà 10 000 cheminots qui ont participé à la vote-action. Donc, on est sur une bonne situation. Après, évidemment, nous n'avons que des moyens militaires
militants, organisationnels, et y compris la direction SNCF nous met un certain nombre d'embûches sur le passage, puisqu'elle nous interdit... Vous êtes bien conscient, juste d'un mot, vous êtes bien conscient que le résultat sera évidemment regardé. Je suis sûr que vous le rendrez public, mais ce qui va être regardé surtout, c'est combien de salariés sur les 147 000 ont participé. C'est ça qui donne la légitimité à un référendum. Notre objectif, c'est une participation maximale, avec évidemment des moyens militants, donc pas les moyens de l'entreprise. Et comme je le disais tout à l'heure, la direction de l'entreprise a passé des consignes pour tenter de nous interdire l'accès aux locaux de manière à nous mettre des bâtons dans les roues. On le sait, bon voilà, c'est le jeu actuel de la direction de l'entreprise. Comment nous, les médias, l'opinion publique, les Français, les usagers, les Français propriétaires de cette entreprise, pourront vérifier la réalité de ce référendum? J'ai cru comprendre qu'à l'issue du vote, vous alliez déchirer au fond les listes d'émargement pour sauvegarder l'anonymat de ceux qui vont voter. Oui, parce que comment on pourra vérifier la réalité, la véracité de ce Alors, s'il y a des contestations, nous le disons, il faut que l'entreprise organise elle-même ce référendum. Et oui, nous déchirons les listes de ceux qui vont voter, parce que notamment dans l'encadrement, nous ne voulons pas qu'il y ait de répression, et nous savons qu'il y a déjà des consignes internes de, on va dire, faire la peau de ceux qui font grève et ceux qui participeraient à ce genre d'initiative. Donc oui, nous maintiendrons l'anonymat des participants. Depuis le début du conflit, les syndicats font front uni, mais il se trouve, j'avais cru comprendre que les syndicats, au fond, ne voulaient plus discuter avec la ministre des Transports, mais que l'interlocuteur unique était le Premier ministre. Or, depuis quelques jours, deux syndicats, la CFDT et l'UNSA, discutent avec Elisabeth Borne, la ministre des Transports. C'était le cas en fin de semaine dernière, c'était encore le cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'au fond, ce front syndical, il est en train de se diviser ? Non, pas du tout. D'abord, la ministre nous a invités à discuter d'amendements que le gouvernement pourrait porter, mais elle l'a fait sous le mandat du Premier ministre, elle le précise bien dans son conflit, donc dans son courrier. Donc nous sommes bien sur ce que nous avons dit. Et vous avez accepté cette offre ? Alors nous, la CGT, non, parce que nous considérons que les amendements qui seront portés par le gouvernement ne sont pas aujourd'hui de nature à bouleverser son projet. Mais c'est très paradoxal, parce que si vous ne vous parlez pas, on voit mal comment la négociation peut avancer. Mais c'est-à-dire quand on nous dit venez nous parler, mais nous ne parlerons pas du fond du dossier, et nous voulons uniquement mettre en place des amendements d'accompagnement, effectivement, nous, ce n'est pas notre... Dès le début, nous avons dit que ça n'était pas notre logique. Nous voulons confronter sur le contenu de ce dossier. Et si le gouvernement a des propositions à faire, parce que par contre, nous lui avons demandé unitairement de faire une réunion en début de semaine pour nous présenter les amendements que lui allait porter au Sénat, de manière à voir si ce qu'il porte est de nature à changer des choses. Aujourd'hui, je suis au regret de constater que le courrier de mercredi soir n'a même pas eu de réponse de la part du Premier ministre. Donc ce soir, c'est ce que je comprends de ce que vous nous dites, il n'y a pas la plus petite hypothèse d'une sortie de crise à vos yeux? Pas immédiatement, et je le dis aussi, l'unité syndicale n'est absolument pas remise en cause d'une manière ou d'une autre. Merci Laurent Brun d'être venu répondre à nos questions. Tout autre sujet à présent, comme à chaque attentat désormais, la polémique politique reprend le dessus. Est-ce qu'on en fait assez contre le terrorisme? Comment mieux surveiller les fichiers S? Les différents partis politiques, notamment les Républicains et le Front National, ont fait des propositions. Je voudrais qu'on écoute ce que proposait ce matin le porte-parole des Républicains, Geoffroy Didier. C'était lors du point presse des Républicains. Écoutez. Vous connaissez nos propositions qui consistent d'abord à interner de manière préventive les fichés radicalisés les plus dangereux, mais aussi à expulser tous les fichiers S étrangers du territoire français, mais aussi à créer un délit d'incitation à la haine de la France et à expulser les étrangers qui s'en rendent coupables, et enfin de refuser systématiquement le retour des djihadistes partis en Syrie ou en Irak combattre la France et ses valeurs. Pour débattre de cette polémique et des questions qui sont posées, parce que c'est des questions qui peuvent être légitimes, merci Aurore Berger d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député La République En Marche des Yvelines et porte-parole du groupe à l'Assemblée. Et Thibault de Montbrial, avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Aurore Berger, les propositions que font les Républicains, que font pour certaines d'ailleurs de manière identique le Front National, est-ce que ces propositions sont valides? Est-ce que vous acceptez la critique qu'on n'en fait jamais assez contre le terrorisme? Moi, je pense qu'il y a
eu une tentative par les Républicains, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, puisque malheureusement, quand il y a eu l'attentat de Trèbes, on a eu une autre série de propositions. Il y a une forme de concours Lépine à la proposition qui sera à la fois la plus démagogique, mais pas forcément la plus efficace. On a eu ce débat quand on est sorti de l'état d'urgence, qui était un engagement qu'on a pris et qu'on a renforcé un certain nombre de dispositions dans la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, sur les enjeux notamment de périmètre de sécurité et de protection qui ont permis à des grandes manifestations de se tenir sans qu'il y ait le moindre incident. Et ce que je constate, c'est qu'on est dans une forme de surenchère politique et qu'on se sert systématiquement d'un attentat qui a eu lieu sur notre territoire pour essayer d'enfoncer un coin en disant le gouvernement n'en fait pas assez et si nous étions au pouvoir, ça ne serait pas arrivé. Personne ne peut dire ça sérieusement. Je vais donner la parole tout de suite à Thibault de Montbrial, mais pour bien comprendre, ça veut dire que depuis le vote de la loi, l'entrée en vigueur de la loi du 1er novembre sur la sécurité intérieure, vous considérez que tous les outils sont là et qu'il n'y a rien à changer, qu'on ne peut rien faire de plus ou de mieux? On a des outils supplémentaires qui sont rendus possibles grâce au vote de la loi. Il faut que maintenant tout le monde puisse s'en saisir. Ce que je constate, c'est qu'on a eu un attentat terrible avec un mort et des blessés à l'arme blanche. L'arme blanche. Les policiers sont intervenus en moins de 9 minutes sur les lieux. 9 minutes. Et ont permis d'éviter évidemment le pire et ont permis de neutraliser l'assaillant. Donc ça veut dire qu'on a une réactivité de nos forces de l'ordre qui est très forte. Qui peut prétendre que quelqu'un de radicalisé qui a l'arme blanche tue en pleine rue ne pourrait pas arriver si demain on expulsait tous les fichiers S ou tous les fichiers S étrangers? C'est faux. C'est de la surenchère et c'est pas efficace. Alors on va prendre chacune de ces mesures, mais d'abord Thibault de Montbrial, j'imagine que c'est pas tout à fait votre avis. On peut faire plus, on peut faire mieux. Quelles sont les armes dont l'exécutif ne s'est pas encore doté à l'issue de cette précédente loi? La lutte contre le terrorisme, elle repose sur 3 fondements. Anticiper, c'est le rôle du renseignement. Sécuriser, parce qu'on sait que vu l'ampleur de la menace islamiste, il y aura quand même toujours, malgré tout, pendant longtemps, des passages à l'acte. Et éduquer, et ça c'est le volet politique, pour éviter que l'islamisme radical continue à progresser dans notre pays. Aujourd'hui, on a des services de renseignement, pour ce qui concerne l'anticipation, qui ont considérablement progressé. Et tout l'enjeu, c'est la capacité à détecter et surtout à hiérarchiser la dangerosité des uns des autres, à faire de l'analyse. Il y a tout un débat sur les fichiers S. Certains, effectivement, à droite, veulent expulser les étrangers, mieux surveiller, parfois interner même les fichiers S avant même qu'ils soient passés à l'acte. Est-ce que ce sont de bonnes idées ou pas? Est-ce qu'elles sont opérantes? D'abord, le débat est mal posé. Je suis désolé, c'est pas de votre faute, mais on parle des fichiers S. La fichier S, c'est un outil de police qui ne devrait pas être dans le débat. On devrait parler du FSPRT. FSPRT, c'est le fichier dans lequel est rassemblé les gens dont le profil islamiste est considéré comme susceptible d'être un danger au point qu'il passe à l'acte. Aujourd'hui, à peu près 20 000. Il y a des gens dangereux qui n'y sont pas, des gens qui y sont qui sont peut-être moins dangereux, mais il faut faire une analyse de ces 20 000. Prenons les choses dans l'ordre. Interner ceux qui, dans ce fichier, sont les plus dangereux. Est-ce que c'est une bonne idée? Interner ceux qui sont les plus dangereux, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont il faudrait discuter de l'efficacité avec les services de renseignement. C'est un sujet qui est beaucoup plus complexe que les simples incantations. Il y a des formules qui permettraient sous contrôle d'un juge, de placer en rétention. Ça existe déjà aujourd'hui. Il y a un article dans le Figaro aujourd'hui d'un magistrat qui est Charles Pratt, qui est extrêmement précis sur ce sujet. D'autres pays ont des formules qui garantissent plus que ce qu'on dit et que ce qu'on caricature les droits de la défense. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut avant tout, c'est que les gens les plus dangereux puissent être surveillés. La question, c'est une question de nombre. Vous avez aujourd'hui dans les services... La DGSI dit qu'en gros, on surveille à peu près 4000 personnes en France. C'est la raison pour laquelle, je peux me permettre, oui, je vous en prie. on sait qu'on avait un vrai sujet avec le démantèlement du renseignement territorial qui a été un frein justement à cette capacité de détection. C'est la raison pour laquelle on continue à recruter pour le renseignement territorial. Quand on recrute 1900 fonctionnaires supplémentaires, ça veut dire c'est 1900 personnes... c'est sur l'ensemble du quinquennat, donc c'est sur 4 ou 5 ans. Non mais bien sûr, mais c'est 1900 dédiés au renseignement territorial qui travaillent en lien avec les préfets. On a mis en place, chaque semaine, vous avez une réunion départementale sous l'autorité du préfet avec l'ensemble des représentants des forces de l'ordre, des renseignements, de la partie aussi pénitentiaire, parce qu'on sait qu'il y a une radicalisation qui est très forte en prison. Raison pour laquelle aussi on a créé 1500 places supplémentaires en prison
totalement étanche. Oui, mais pardonnez-moi, Voilà. je vous interromps, mais ce que l'on comprend de ce débat, c'est qu'on surveille plutôt ceux qui sont qualifiés de dangereux, mais que désormais, ce sont ceux qui sont en bas du spectre qui passent à l'acte. Mais parce que tout le problème, c'est que toutes les semaines, il y a des réunions, toutes les semaines, dans tous les départements, il y a des réunions d'évaluation avec le préfet et les responsables de la sécurité, police, service, justice, etc. D'abord, il faut détecter les signaux, y compris faibles, bien au-delà des services régaliens. C'est-à-dire qu'il faut associer, ça se fait, mais il faut le faire plus encore, les clubs de sport, les centres, les services sociaux, l'éducation nationale, C'est ce que font aujourd'hui d'ailleurs les élus locaux. Non, mais c'est ce que font de plus en plus de gens. Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est face à un problème de volume. Vous avez beau, et le gouvernement a fait à cet égard un vrai effort, renforcer les capacités des services, à la fois humainement et matériellement. Il y a tellement de cibles, comme on dit dans le jargon, qu'on ne s'en sort pas. L'expulsion des étrangers, c'est une évidence. Je suis désolé, mais au nom de quoi? Des gens qui sont sur notre territoire et qui ont choisi de combattre les valeurs au nom desquelles ils sont sur notre territoire seraient autorisés à y rester. Et ça n'aurait pas empêché l'attaque au couteau du quartier de l'Opéra samedi soir. Oui, mais c'est tout le problème, c'est qu'on ne peut pas à chaque fois revenir sur l'exemple de ce qui vient de se passer. Ce sont des cas particuliers. Il y a un moment où il faut prendre un peu de champ et se dire on est face à une menace de plusieurs dizaines de milliers d'individus. Comment faire pour faire un tout petit peu décroître la menace et permettre justement d'affiner la capacité de nos services de renseignement à faire face à une menace qui serait un petit peu moindre. Aujourd'hui, il existe dans le droit. Vous demandez tout à l'heure s'il fallait changer le droit. Il y a peut-être des choses qu'il faut améliorer. Mais en attendant, il y a déjà beaucoup d'outils. Certains outils sont peu ou pas utilisés parce qu'il y a politiquement un certain nombre de pudeurs, notamment à dire que des gens qui sont étrangers sur notre territoire et qui sont impliqués dans des activités contraires aux valeurs de la République doivent pouvoir être expulsés. On doit pouvoir déchoir, ça existe dans le droit, déchoir du statut de réfugié des gens qui se livrent à des activités criminelles, terroristes ou non d'ailleurs. Ce qui est toujours très difficile avec l'OFPRA par exemple. Et en même temps, quand on regarde tous les terroristes qui sont passés à l'acte sur le sol français, 60% d'entre eux n'étaient pas fichés. Ni fichés S, ni fichés dans ce fameux fichier de surveillance. C'est exactement pour ça que je vous dis que nous sommes, moi je pense, très au début du problème, que nous avons un nombre de gens susceptibles de passer à l'acte qui, à mon sens, dépasse le nombre de gens qui sont dans le fichier, que le problème va être considérablement renforcé, d'une part par la sortie de prison. 64% des gens qui sont allés en Irak et en Syrie seront sortis de prison en 2020. Leur détestation de la France n'a pas baissé et s'ajoute à ces gens qui sont des combattants aguerris le retour attendu de combattants pas seulement français mais francophones. Les services de renseignement mettent sur le même plan les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, les Belges et les Français qui sont aguerris, qui n'ont été ni tués ni arrêtés et qui sont en train de revenir. Aurore Berger, ce matin, Laurent Wauquiez, l'ensemble des porte-parole des Républicains ont demandé à Emmanuel Macron de recevoir tous les patrons des partis politiques pour réfléchir à nouveau à cette question-là. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit accepter cette demande? C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire on peut être dans une surenchère systématique, c'est-à-dire qu'on a un niveau de menace qui est très fort. On le savait, on l'a dit, on en a parlé pendant la campagne présidentielle. Mais je repose ma question parce que vous ne répondez pas. Emmanuel Macron doit-il accepter de recevoir les patrons des différentes formations politiques? Pour faire une nouvelle loi, alors qu'on vient d'en voter une à l'automne dernier. Donc on a voté une loi et on ne discute plus de ces sujets-là. Qu'on puisse en débattre, qu'on puisse en discuter, oui. Mais est-ce qu'il faut systématiquement faire de la surenchère politique et de l'agitation politique quand malheureusement on a un attentat sur notre sol, alors qu'on a une loi qui en effet doit mériter, comme vous le disiez, d'être utilisée pleinement par nos services et d'être évaluée. Faisons notre travail de parlementaire, évaluons la loi, voyons ce qui fonctionnerait peut-être mieux ou différemment. Mais faire une nouvelle loi antiterroriste alors qu'on vient d'en adopter une, je ne vois pas la pertinence. Encore une dernière question. Emmanuel Macron avait promis de restructurer l'islam d'ici la fin du premier semestre 2018. Il disait vouloir travailler sur la formation des imams, le financement des cultes. Ça en est où? Parce que pour le moment, on a eu la réponse sécuritaire, c'est la fameuse loi. Mais du côté de la religion, pour le moment, il ne se passe rien. C'est un sujet qui est extrêmement important. Nous, on travaille par exemple à l'Assemblée sur la lutte contre la radicalisation, notamment dès l'école. Quand on parlait d'éducation, ça c'est un sujet extrêmement important. Donc évidemment, et le président de la République en a fait un chantier prioritaire sur la structuration d'avoir un islam. Donc c'est pour quand concrètement, d'un mot pour finir? C'est le président de la République qui définira le calendrier. C'est pas à moi de le dire. Il a promis avant la fin du premier semestre. Je pense que ça va arriver. Je pense que juste une phrase. Malheureusement, une phrase. C'est crucial parce que le problème de l'islamisme politique dépasse celui du terrorisme. Merci à tous les deux. Vous restez évidemment avec nous. C'est le 20h live tout de suite avec Alain Marchal.